Soif d'autre chose. Soif d'autre chose. Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. « 19h sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose jusqu'à 20h comme chaque lundi pour passer ce début de soirée ensemble et ce début de semaine avec moi comme chaque lundi, Louis-Marie, bonsoir. Bonsoir Enzo. Comment ça va ? Très bien, merci. Bon, alors je programme de notre émission ce soir. Et bien, comme chaque semaine, un bel entretien, des chroniques et évidemment de la musique. De la musique et puis avec un entretien, une petite rediffusion qu'on avait fait pendant le Radiodon. Il s'agit d'un entretien qu'on a vu avec les frateux de la paroisse étudiante qui vont nous expliquer leur engagement, etc. Et puis on salue aussi, parce qu'on nous l'a demandé, parce qu'on était présent, la victoire du 15 de la Chèvre face aux étudiants de Veto. Il est 19h01 sur Radio Présence. C'est parti pour Soif d'autre chose. Et comme le Marie le disait juste avant dans le sommaire de l'émission, un peu de musique avec AA, c'est Take On Me sur Radio Présence. On se retrouve dans quelques instants avec une chronique aussi de Louis-Marie qui va porter aujourd'hui sur... Alors on va refaire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière et puis on va parler aussi de la fête d'aujourd'hui, à savoir la Chandeleur. Très bonne fête à tous. Today is another day to find you, shying away.
19h05 sur Radio Présence, tout de suite la chronique de Louis-Marie. Louis-Marie, aujourd'hui nous fêtons la fête de Jésus, de la présentation de Jésus au temple. Oui, tout à fait, fête aussi connue sous le nom de la Chandeleur, on verra pourquoi plus tard, mais aussi connue sous la fête de la purification de la Sainte Vierge. Et donc quelques mots un peu sur cette fête. Donc conformément à la loi juive, on devait offrir tout enfant premier-né à Dieu 40 jours après sa naissance et le racheter ensuite par un présent. La mère devait être en même temps purifiée de toute souillure, mais la particularité c'est que ni Jésus ni Marie n'étaient assujettis à cette loi, mais ils voulurent s'y soumettre afin de nous montrer un exemple d'humilité et d'obéissance. Marie sait que cette présentation, loin de soustraire son fils au sacrifice, et comme l'offertoire du sacrifice, il consommera sur la croix pour notre rédemption. Les paroles de Siméon annoncent dans Jésus la lumière qui éclaire les nations, sont pour l'Église l'occasion de célébrer une véritable fête de lumière. Elle est d'ailleurs souvent appelée la Chandeleur, du latin candela qui veut dire cierge. Cette fête était d'abord célébrée à Jérusalem dès le IVe siècle, et cette fête passa à Constantinople et puis à Rome au VIe siècle. Et au siècle suivant, le pape Serge Ier prescrivit de la faire précéder d'une procession, qui sera d'ailleurs l'occasion de procession dans certaines paroisses. Et on va terminer un peu sur les mots du bienheureux Guéric d'Igny. « Je vous félicite et je vous bénis, ô pleine de grâce, c'est vous qui avez préparé ce cierge que je reçois aujourd'hui dans les mains. C'est vous qui avez fourni la cire à cette flamme. » Donc voilà pour cette belle fête. Et puis revenir aussi sur la semaine dernière où on était présent pour la fête de saint Thomas d'Aquin qui a eu lieu donc, comme prévu à l'église des Jacobins. Et ce qui est l'occasion aussi un peu de réintroduire les messes quotidiennement en ce lieu qui auront maintenant lieu tous les samedis, si je ne me trompe pas. Et donc à l'issue de cette messe présidée par Monseigneur Guy de Kérémiel, il y a eu une procession dans le cloître et le tout évidemment en présence des reliques. Donc on a passé un très bon moment. Merci beaucoup Louis-Marie, on se retrouve en fin d'émission pour une nouvelle chronique, une chronique qui va porter sur un bienheureux. Oui, tout à fait, cette semaine on va pas parler d'un saint mais d'un bienheureux, un carme, bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dont on fera la connaissance dans quelques minutes. Merci beaucoup Louis-Marie, et en attendant pour se retrouver, on vous laisse méditer avec le cantique de Siméon chanté par les Sœurs de l'Ascension. Amen.
nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour nous. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Avec Johanna, Alexis et Benoît, donc des frateux de la paroisse étudiante de Toulouse, au Sacré-Cœur et à Saint-Marc respectivement. Comment ça va les frateux ? Mais ça va. Ça va très bien, merci. Trop bien. Super, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bah avec plaisir, puis on va discuter avec vous, ça va être très intéressant. On va faire un petit entretien comme on a l'habitude de le faire le lundi soir avec sur d'autres choses. Voilà, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, juste donner vos prénoms. On peut faire la présentation classique. Alors faut savoir qu'à la paroisse étudiante, dans les frateux ont des rôles particuliers qu'on appelle des fiches de poste. Donc on peut faire ça, on fait prénom, nom, études, âge, fiche de poste, frat, évidemment. Voilà, allez-y. Moi, c'est Johanna. Je suis en licence d'art plastique en 3e année. Je suis ma fiche de poste à la paroisse, c'est frateuse évangélisation. Donc, je m'occupe des parcours alpha tous les mardis soirs à partir de 20h au Sacré-Cœur. Ok, trop bien. On aura l'occasion de reparler sûrement des parcours alpha et de toutes ces petites choses que la Pasto met en place pour accueillir tous les catéchumènes qui arrivent en masse à la paroisse. Et ça, c'est génial. Mais bon, faut les gérer. Il y en a beaucoup. Benoît. Bonsoir, donc moi c'est Benoît, je suis actuellement en licence d'informatique et mon rôle à Saint-Marc c'est de gérer tout ce qui est événementiel et logistique. Ok. Donc je m'occupe par exemple du matériel son et par exemple là de tout ce qui va être matériel pour la procession du 8 décembre notamment. Ok, ouais, qui arrive à grands pas. Exactement. C'est du boulot la procession du 8 décembre. Oui. Ouais. Et toi Alexis? Et donc pour moi, moi je fais une école d'ingénieur en agronomie. Et au niveau de la paroisse, donc je suis à Saint-Marc, donc à Rangueil. Et comme on a un clocher, moi je suis sur le poste liturgie. Et donc on a toute cette partie de poste où on gère à la fois toute l'équipe servant, la sacristie et puis tout ce qui est partie chant. Et voilà, donc c'est toute cette partie-là qui est assez active, qui est super intéressante. Voilà. Ça va, c'est pas trop lourd. Vous arrivez à gérer tout l'emploi du temps et tout. Vous vous épanouissez bien à la Pasto? Ouais, complètement. On a quand même la chance, en tout cas pour Saint-Marc, on a vraiment la chance d'avoir des paroissiens qui sont vraiment engagés. Oui. Donc en fait très vite sur le début d'année, dès qu'on arrive à attraper des gens qui vraiment ont soif de se donner, en fait tout de suite on peut déléguer et en fait les gens deviennent sont excellents quoi dans leur rôle. Ok, trop bien. Et toi, Johanna, les parcours alpha, ça se passe comment? Est-ce que tu veux expliquer rapidement ce que c'est, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, les parcours alpha, c'est un parcours qui est né en Angleterre, un peu de l'église anglicane et qui a été ensuite adapté au catholicisme. Et c'est un repas, un topo et une discussion. Et donc, en fait, c'est sur 10 séances. Et petit à petit, les gens qui... rentrent dans la foi, se posent des questions sur Jésus et tout ça, et ils font ce parcours-là et petit à petit ils sont amenés à rencontrer qui est le Christ et à se poser des questions, qu'est-ce que c'est l'Église, qui est l'Esprit Saint, pourquoi lire la Bible, tout ça. Ok. Et c'est toutes les semaines? C'est toutes les semaines, c'est un parcours de 10 semaines. Okay. Ouais. Et en fait c'est la régularité qui fait que on va vraiment... fonder des amitiés ensuite en Christ et s'épanouir dans sa foi. Ok, ouais, c'est vraiment le but, c'est de faire de l'évangélisation autour de l'amitié, de... Exactement. Voilà, ok. D'un bon repas aussi. Et d'un bon repas, ouais, il faut le dire. Et les frateux sont là, ils nous préparent des super repas, et ça c'est génial. Ouais, je dis nous parce que du coup, je suis avec Johanna est la responsable du parcours alpha dans lequel je me suis engagé pour le mois qui arrive. Voilà, donc merci, c'est trop bien de faire ça.
Et c'est hyper intéressant. La particularité d'Alpha aussi, c'est que c'est pas comme le catéchuménat ou le catéchisme où bon il y a un peu un mood ascendant d'enseignement. Parcours Alpha, le but c'est d'accueillir les gens et de leur permettre de rencontrer le Christ. Et après, ils apprendront en temps et en heure. Mais le premier truc, c'est de les fidéliser et qu'ils aient envie de le rencontrer et de comprendre. Et donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de... S'ils disent une folie, on va pas leur dire « Ah non, ça c'est faux, c'est comme ça que ça se passe ». Et on est là en mode « Ah, c'est intéressant ». On essaye de comprendre pourquoi ils disent ça. Peut-être les amener délicatement à quelque chose de plus juste, mais le but c'est vraiment pas de les braquer et de leur donner envie de revenir, et petit à petit à force de revenir ils vont rencontrer le Christ, et en le rencontrant on apprend à le connaître, et en apprenant à le connaître ils vont recevoir l'enseignement de l'église. Voilà. C'est exactement ça. Donc, trop intéressant le parcours Alpha. Et alors moi par contre j'avais une petite question. Donc les frates, ce sont donc des groupes où vous vivez donc en vie communautaire. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à prendre cet engagement pour une année, vivre en communauté, vivre aussi avec des parents de frates, des aumôniers qui vous accompagnent? Alors quand je suis arrivé justement à la paroisse étudiante l'année dernière, il faut savoir que je ne connaissais vraiment personne. Je suis arrivé, je débarquais un soir à Saint-Marc, je me suis mis tout au fond de l'église et j'étais un peu spectateur comme ça pendant 2 semaines. Et puis un soir, j'ai passé le cap et je suis allé au dîner le dimanche soir après la messe. Et à partir de là, j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses qui m'ont incité à m'engager dans beaucoup d'aspects différents de la paroisse, notamment à l'aumônerie et dans le service de l'hôtel. Et grâce à ça, au bout de 6 mois, j'avais déjà tissé des liens super forts, des grandes amitiés. Et donc, à mon tour, j'ai moi aussi envie de m'engager là-dedans et de pouvoir aider les personnes qui rejoignent la paroisse, qui sont nouvelles, à elles aussi s'intégrer et à pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Alexis, peut-être ? Ouais, alors pour moi, je suis arrivé à Toulouse assez récemment et j'avais jamais trop vécu à l'église. En fait, découvrir la paroisse, pour moi, ça a été vraiment... une découverte d'une famille presque en fait. Ça a été vraiment un lieu où tout de suite, comme disait Benoît, on rencontre des personnes qui étaient merveilleuses. L'an dernier, les frateux ont fait un travail qui était exceptionnel en fait pour vraiment développer la paroisse, pour lui donner une structure et en fait ça donnait une image qui était absolument magnifique et qui était vraiment ça donnait vraiment envie de s'engager. On avait vraiment ce désir-là de s'engager. On était, enfin voilà, il y avait un vrai zèle en tout cas au sein des paroissiens et moi, l'an dernier, j'ai commencé à y passer pas mal de temps, à m'engager en tant que sacristain, en tant que servant, et puis aussi au rôle logistique un petit peu transversal, un petit peu plus éparpillé. Et en fait, c'est vrai qu'avec la présence régulière, pour moi, c'était assez logique. Ça a été vraiment une continuité. Ça a été vu rapidement avec l'abbé Antoine, qui était vicaire de Saint-Marc à ce moment-là. Ça a été vu avec lui. Et effectivement, en fait, ça paraissait assez logique parce que je commençais à connaître les locaux, les paroissiens, etc. Donc ça a vraiment été une continuité et permettre, je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de permettre à d'autres de faire cette rencontre-là, quoi, du Christ par la communauté, par la famille qui est l'église en fait dans laquelle on rentre et qui, faut le dire, à la paroisse étudiante est quand même assez impressionnante de zèle et d'accueil, quoi. Ouais, et puis il y a aussi ce truc que l'abbé Antoine est venu apporter quand il est arrivé en tant que vicaire particulièrement, je pense, et maintenant qu'il est curé, il l'apporte toujours. Il y a aussi ce truc un peu de toujours continuer à former, on apprend, c'est des trucs qu'ils ont appris auprès de Focus aux États-Unis quand ils ont fait leur voyage avec l'abbé Damien et Étienne de Prémar. C'est on est leader et on va former des leaders. Et donc peut-être toi l'année, là vous souriez parce que c'est exactement ce que dit l'abbé Antoine. Je reprends les mots, mais parce que vous êtes arrivé, l'année dernière, t'as été sacristain, tu t'es formé avec le frère de liturgie l'année dernière qui était Stevie, j'imagine. C'était Victoire l'an dernier. C'était Victoire, ouais, pardon. Voilà. Mais bref, bref, donc t'as appris et tu t'es formé, et donc là cette année t'as envie de rendre aussi tout ça et de continuer à former des gens et qui prennent la relève l'année prochaine, etc. Ouais, tout à fait. Voilà, trop bien. Et puis il y a aussi eu cet engouement, je pense, sur autour de Saint-Marc, qui a vraiment pris de l'ampleur là ces 2 dernières années quand l'abbé Antoine est arrivé et c'est vraiment un pôle à part en fait, parce que là où initialement Saint-Pierre et la paroisse c'était vraiment centralisé au centre-ville, et en fait si on voulait avoir une vie régulière, ça demandait
rien que le temps de déplacement était énorme en fait. Oui. Et là, pour tout ce pôle d'étudiants qui est médecine, sciences, psychomote, Paul Sab et tout. Les écoles agro, pharma. Enfin voilà, il y a énormément de choses, les IUT Info, enfin voilà. Et en fait, là on est vraiment proche d'eux. Et du coup, ça, avec le foyer en plus qui a été ouvert en bas, avec le bar, avec les canapés, c'est vraiment un grand foyer avec des pianos, des tables de ping-pong. Et en fait, c'était plus ou moins un accès. C'est un lieu de vie, quoi. C'est un grand lieu de vie. Et en fait, les gens. Il y a une salle de coworking aussi. Tout à fait, ouais, qui est tout le temps pleine. Et ça montre le sérieux des étudiants, mais. Il faut. Et ouais, en fait, cet engouement de permettre à des gens d'avoir un lieu où se retrouver, où on puisse être à l'aise, parce qu'on sait que les situations étudiantes, c'est pas toujours simple quand on vit au Crous ou des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment un lieu où on se retrouve. Puis en fait, tout simplement de pouvoir avoir l'adoration et la messe tous les jours. En fait, il faut dire que c'est quand même une chance qui aujourd'hui en France est énorme. Et donc je pense qu'il y a vraiment cet engouement-là, de pouvoir vivre sa foi aussi intensément et en même temps de créer des très grandes amitiés par ce foyer étudiant, par cet accueil et par cette formation qui est vraiment régulière. Toutes les semaines, en fait, on peut se former quasiment à la paroisse étudiante. Oui. On voulait parler, les frateux, de la vie à la frate. Comment ça se passe? Mais c'est trop bien. Ouais, trop Franchement, bien. c'est trop cool. On a en même temps des pièces qui nous permettent de vivre tous ensemble. Et en même temps, des pièces qui permettent notre chambre, quoi, qui permet de nous retrouver tout seul. Mais en même temps, on a une salle d'études. Enfin, nous, au Sacré-Cœur, on est constamment en train d'étudier tous ensemble. Là, surtout dans la période des partiels et tout ça, c'est vrai que... On n'oublie pas le devoir d'État. On se soutient. Et la cuisine est trop bien aussi. Quand on est tous en train de cuisiner, ça met une bonne ambiance. C'est un vrai lieu de vie en communauté. Exactement. Quoi. Trop bien. Et alors justement, vous vivez en communauté, comment concilier, parce que vous faites tous des études, comment concilier études et vie à la frate? Alexis, peut-être? Alors pour concilier les études, on a tous des rythmes qui sont très très différents. On a des études qui sont très prenantes. Benoît rigole beaucoup parce que c'est pas son cas. Il est blanc. Voilà. Donc non, on a des rythmes qui sont tous assez différents. Mais après les missions sont aussi très différentes. Donc en fait, chacun le gère vraiment de manière très individuelle. Pour le coup, là, c'est vraiment très personnel la manière dont on le gère. C'est propre à chacun. On essaye de faire au mieux. On sait qu'on a les parents de frat qui nous accompagnent, qui sont là pour nous aider et surtout si on a besoin pour nous alléger aussi. C'est ça aussi le but. La priorité, ça reste malgré tout nos études. Ça reste notre devoir d'État, comme disait Léopold. Mais c'est pas le plus fun, malheureusement. C'est mieux c'est sûr, de bosser pour la frat. Mais voilà, donc effectivement, le devoir d'État reste notre priorité, d'assurer nos études. Maintenant, c'est aussi un choix qu'on a fait de prendre cet engagement-là au début de l'année. Donc on sait que c'est actif. Ça dépend des frates, hein. Chaque frate a son activité très différente, mais effectivement, ça s'emboîte plutôt bien. Et puis on sait qu'on peut relâcher. Et puis on a la chance, nous à Saint-Marc pour parler de nous, mais tous les frateux, on est quand même assez proches. On s'entend vraiment tous bien. Il y a une vraie vie fraternelle. Et donc ça fait que si jamais c'est vraiment la galère pour l'un, pour l'autre sur certaines missions, en fait, on sait qu'on peut demander de l'aide les uns aux autres. Et ça, pour le coup, on a vraiment de la chance d'avoir cette vie fraternelle, cette vie unie tous ensemble, parce que c'est un vrai soutien, quoi, dans les difficultés. Et puis, je pense qu'on a tous aussi une certaine franchise les uns envers les autres, une certaine volonté de prendre soin les uns des autres. Donc, on voit aussi quand il y en a un qui peut-être en fait trop, et donc pour peut-être lui dire, tu peux déléguer un petit peu sur ce point-là. Et se relayer un petit peu comme ça, c'est vrai que c'est quand même. C'est une grande grâce d'avoir une telle vie fraternelle, une telle solidarité au sein même de la frate. Ok, trop bien. Ce qui est beau en plus, c'est que vous avez l'avantage d'avoir aussi des aumôniers et des parents de frate qui savent un peu de référents et qui permettent justement un peu de donner un peu un cap à tout ça et justement de pouvoir avoir un peu de soutien justement et de donner aussi quelque chose, un peu de structure qui parfois pourrait manquer dans une colocation classique ou en tout cas qui vient du coup donner un peu un regard bienveillant sur ça. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce retour-là? Comment est-ce que vous vivez ça, ce fait d'avoir des aumôniers et des parents de frat?
En tout cas, pour parler pour nous à Saint-Marc, le lien aux parents de Frat, nous, on a quand même la chance parce qu'ils habitent pas chez nous, comme ça peut être le cas à Saint-Pierre, qui sont pas là, mais ils habitent vraiment à côté. En fait, ils sont vraiment disponibles et cette année, comme on a eu un format un petit peu particulier, à plus avoir de prêtres vraiment attitrés, comme l'était le Père Antoine l'an dernier à Saint-Marc. Voilà, c'est vraiment les parents de Frat qui ont pris ce relais pour nous de lien avec l'abbé Antoine, pour faire remonter peut-être les choses plus délicates pour nous à dire, etc. Et voilà, ils ont vraiment ce relais aussi de nous protéger. En fait, la paroisse, c'est quand même un mouvement et une grande machine qui va très vite. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient toujours plus. Et en fait, c'est hyper stimulant. Et on peut vite se laisser entraîner aussi par, comme on disait, en fait, c'est vachement plus stimulant et vachement plus beau intimement de travailler pour la paroisse que par exemple pour nos cours, parfois. Et donc, ils sont aussi là pour nous protéger quand on sent que ça devient trop, etc. Et nous, on a vraiment des bonnes relations avec eux. On a vraiment la chance de les voir toutes les semaines. Ça, c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire. On se voit tous les lundis soirs autour d'un bon dîner. Et là, c'est l'occasion de prendre soin les uns des autres, de se renseigner, prendre le temps de se dire avec une grande franchise, là, ça devient dur. Pour moi, je suis vraiment fatigué sur ma mission. Et tout de suite, tout le monde, on essaie de réfléchir comment est-ce qu'on peut alléger, comment est-ce qu'on peut mieux arranger tout ça. Et ouais, on les remercie beaucoup parce qu'ils sont quand même d'un grand soutien pour nous. J'imagine aussi que les parents de Frat, ils voient des choses que vous-même vous voyez pas sur votre mission, sur vous-même. Ouais, qui vous aident aussi à mettre le doigt sur des choses sur des déséquilibres comme ça. Ouais, tout à fait. Là, récemment, on a eu des entretiens personnalisés avec un des parents de Frat. Moi, avec le père de Frat, on a eu un entretien. Et c'est aussi le moment plus privilégié pour peut-être se dire, écoute, là, j'ai peur que t'en fasses un peu trop. J'ai peur que sur cet aspect-là, par exemple, on a tous des caractères très différents. Donc, en fait, s'il y en a un qui prend de la place, peut-être que celui qui est plus timide va se laisser cacher derrière. Et en fait, c'est aussi le moment et peut-être pour le père de Frat de dire, écoute, fais attention à lui. Et voilà, c'est que en fait c'est autant sur l'aspect vraiment missionnaire que sur l'aspect très personnel au sein même de la Frat, vu qu'on a tous des caractères très différents. Ils ont vraiment ce rôle d'intermédiaire mais avec une grande bienveillance, et c'est ça aussi qui manque. Oui, l'équilibre de la Frat, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est le rôle de nous faire grandir ensemble en tant que frateux, tous ensemble, nous faire grandir en tant que Frat, mais au sein de la Frat, nous faire grandir aussi personnellement. Oui. Ouais, voilà. Trop bien. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que, brièvement, on peut faire un tour pour du coup la Frat Saint-Marc et Sacré-Cœur, combien vous êtes dans la Frat? Alors, nous sommes une des plus petites frates, puisque nous sommes que 5. À Saint-Marc? Eh oui. Oh, waouh. On a les locaux pour être beaucoup plus, qui sont en travaux. Et donc, pour l'instant, effectivement, on est que 5 sur le clocher, de Saint-Marc. Okay. Et au Sacré-Cœur, vous êtes combien? Nous, on était 8 en début d'année, et là, on est 7. Ok. Quelqu'un qui a quitté le navire. Ouais, c'est Henri, c'est ça? C'est pour... Ouais, Henri, il avait pareil beaucoup de travail, donc... Il a préféré privilégier son devoir d'état, forcément. Ouais, c'est sûr. Ça prend du temps. Ouais. Ça peut prendre du temps. Les gens, quand ils viennent à la Frat au début, ils se rendent pas forcément compte de ce que ça représente. Donc c'est bien aussi que si ça ne matche pas, ils puissent arrêter, parce que il faut pas qu'ils se pourrissent leur année, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a cette liberté-là qui est vraiment importante, et c'est ça aussi. C'est vraiment le rôle des aumôniers et des parents de Frat, surtout des parents de Frat, et voilà. Puis ils ont aussi ce rôle de formation. C'est ça qui est aussi intéressant. On en parlait tout à l'heure, le fait de se former continuellement un petit peu. Donc là, c'est par un système focus, que l'abbé Antoine a trouvé aux États-Unis et auquel il a vraiment accroché. Donc, avec des études bibliques. Ouais, c'est ça, études bibliques. C'est ce système-là qu'on a utilisé vraiment sur la paroisse pour partir à Rome, par exemple. C'est ce qu'on a fait. On partait en groupe et il y avait vraiment ces études bibliques-là pour essayer d'ancrer des spirituels dans ce... Et du coup, vous faites le parcours focus chaque semaine. Ouais, c'est ça. Les parents de Frat nous font un topo focus. C'est trop bien. Tous les lundis soirs. Et on a la chance, il y a plusieurs personnes, que ce soit des dominicains ou voilà, qui en fait viennent pour se greffer souvent au dîner de Frat le lundi soir. Okay. Et donc qui en fait, en plus du topo focus, viennent porter des explications peut-être supplémentaires sur des questions plus techniques que les parents de Frat n'ont pas forcément, qui peuvent venir vraiment ajuster ça. Et c'est hyper intéressant. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. Trop bien. Nous, on a la chance d'avoir le frère Marie-Édouard qui vient vraiment souvent, un diacre.
Ouais, Et à peu près dominicain. toutes les Ouais, 2 ouais. semaines, nous on a frère Maxime et frère Marie-Edouard qui viennent. C'est ça. Et hyper les parents de intéressant. Frat, donc tout le monde apporte aussi sa vision de. Parce que les parents de Frat, ils apportent une vision En fait, c'est. catholique, mais d'un point de vue couple, ils ont une expérience. Ouais. Les religieux, ils ont une expérience. C'est hyper Ouais, c'est intéressant, ça. c'est trop bien. Pour ceux qui connaissent pas Focus, donc c'est un mouvement qui a été monté aux États-Unis, un mouvement d'évangélisation qui ressemble un peu à Alpha. Le but, c'est de créer des amitiés et de ramener ces amis qu'on s'est fait au parcours Focus. Focus, le principe, c'est on se retrouve un soir comme Alpha autour d'un dîner et tout. Mais là, c'est autour d'une étude biblique avec quelqu'un qui mène l'étude biblique, qui pose des questions et tout, et qui, on apprend la théologie, on apprend ce que c'est que l'Église, on apprend qui est Jésus-Christ en lisant la Bible, et c'est hyper intéressant. Moi, j'étais catéchiste l'année dernière avec mon coloc, et le catéchisme, le système du catéchisme, c'était qu'on faisait Focus, et c'était trop intéressant. Donc voilà, c'est trop bien. Moi, je peux parler du coup de l'autre côté parce que du coup moi l'an dernier j'étais catéchumène, et donc j'ai aussi bénéficié de cette modalité-là d'enseignement où du coup en fait l'an dernier, une semaine sur 2, on avait donc des topos classiques. Magistraux, exactement. Et les autres, on avait du coup ces rencontres-là en plus petits groupes, et donc qui étaient centrés autour d'une étude biblique. Et en fait, on voit que ça a vraiment porté beaucoup de fruits parce que se retrouver en plus petit comité et vraiment laisser place à l'échange et aux discussions, c'était parfois très édifiant aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça vient apporter une formation qui est en fait complète, dans le sens où on apprend des choses très concrètes et sur le côté doctrinal avec les enseignements de caté un peu plus magistraux, mais on a aussi cette formation un peu plus humaine où on apprend déjà au contact aussi d'autres personnes qui vivent leur foi de manière plus avancée entre guillemets, donc que ce soit des couples ou même des prêtres, d'avoir ce rapport-là qui est différent et qui permet vraiment de laisser place à des échanges qui parfois nous portent tous les uns envers les autres et du coup qui sont aussi plus personnels. Et c'est vraiment un climat de confiance qui s'installe assez vite, au fait, parce qu'on est tous là pour la même chose. Et il y a très vite une bienveillance qui vient s'installer et qui est vraiment très bonne. Et c'était vraiment une solution hyper intéressante parce que ça permet de catéchumène d'avoir du coup des séances qui étaient peut-être les cours magistraux parfois c'est un peu ennuyant parce qu'on a un peu du mal à écouter et tout, et on est dans une immense masse de 300 parce qu'il y avait beaucoup trop de catéchumènes, enfin trop, non il y en a jamais trop, mais ils étaient nombreux donc c'est pas évident à gérer. Et donc écouter un cours magistral à 300 c'est pas évident dans une église, il fait chaud et tout. Bref. Et là, du coup, une fois sur 2, ils se retrouvaient chez nous, les catéchistes. On faisait un dîner, on était 2 catéchistes et il y avait 6 catéchumènes. Ça leur permettait aussi de se faire des amis. Ça répond aussi à un problème de fidélité. Et le problème qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est dans toute la France, c'est que on a plein de catéchumènes, c'est génial. Plein de baptêmes tous les ans, c'est génial. Mais après le baptême, qu'est-ce qu'ils font? Pas forcément grand chose, alors que là en créant ces petits groupes là ils pouvaient se fidéliser entre eux, créer des amitiés, se rencontrer, se retrouver, etc. Et voilà, donc trop intéressant. Ouais. C'est vraiment la vision de la paroisse cette année. Là il y a eu le changement de curé, donc on est passé à l'abbé Antoine, et l'abbé Antoine qui vraiment lui a cette vision là pour la paroisse étudiante en fait et pour la jeunesse catholique, qui est vraiment de permettre à des jeunes de prendre le réflexe en fait de se créer des amitiés entre catholiques, et qui nous permettent en fait de nous retrouver sur des temps précis, voilà, des temps réguliers. Comme on parle de fidélité, c'est super important. En fait, vraiment avoir ce temps-là où on se donne ce rendez-vous. Et en fait, on se donne ce rendez-vous spirituel parce qu'effectivement, comme on le dit en tant que catéchumène à la paroisse, c'est super simple d'être stimulé. En fait, on a presque rien à faire, quoi. On vient toutes les semaines. Et on a notre enseignement, on a notre truc, et c'est super comme format, mais en fait il y a vraiment cette question du après, et effectivement je pense de venir vraiment créer cette habitude là de se dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines on se réunit en petit groupe et en fait on partage un super repas, parce que c'est aussi ça en fait, c'est aussi de la convivialité, c'est aussi des grandes amitiés. L'abbé Antoine il utilise énormément le terme quand il en parle, des amitiés authentiques. Mais je pense que ça illustre vraiment bien la vision qu'il a de la paroisse, et c'est vraiment de nous permettre de nous retrouver et de discuter, de nous faire vivre, de nous stimuler et de se poser des questions. Oui. De nous stimuler, de nous poser des bonnes questions sur nos vies personnelles, et voilà, c'est vraiment créer ce climat de confiance. Et aujourd'hui c'est vraiment là-dessus que la paroisse elle s'axe, et pas seulement pour les catéchumènes. Les catéchumènes ils sont évidemment
en grande partie, parce que c'est vraiment par là que va passer leur formation aussi. Mais c'est vraiment un appel pour tous les étudiants, en fait, de vraiment venir prendre cette habitude-là. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ça porte du fruit, que c'est vraiment quelque chose qui est réalisable. L'abbé Antoine, ça touche du monde. Ça touche du monde, et en fait, l'abbé Antoine a cette vision-là d'essayer de vraiment le propager. Ensuite, en fait, pour les étudiants qui quitteraient Toulouse, de leur donner ce réflexe-là, en arrivant, de se faire des amis, et de créer ces petits groupes. Et en fait, ça porte du fruit. On parlait de Stevie tout à l'heure, on l'a nommé, un ancien frateux à Saint-Marc, qui en fait est parti faire son stage en République tchèque, et en arrivant à créer un groupe, et aujourd'hui mène des études bibliques focus, en fait, en République tchèque, en anglais. Et en fait, il est trop fort, et il a failli créer un parcours alpha, il lui manquait 2 semaines, en fait, de stage, et parce qu'en fait, il avait son groupe, il avait les gens motivés, et en fait, je pense vraiment que, bon, c'est un appel particulier aussi, de réussir à faire ça, c'est un charisme particulier, mais effectivement, en fait, ça peut porter tellement de fruits, et porter cette dynamique-là d'amitié, et d'amitié sincère, quoi. Ouais. Mais non, mais tout ça, c'est vraiment des trucs qu'ils ont. Il y a 3 ans, il y a 2 ans. Enfin, quand moi j'étais à la frate Saint-Pierre, du coup, il y a 2 ans, avec l'abbé Verlet, du coup, qui était le curé avant l'abbé Antoine. Donc, c'est la première année de l'abbé Antoine en tant que vicaire. Ils sont partis. J'en ai parlé très très rapidement tout à l'heure. Ils sont partis avec Étienne de Prémar, qui est le responsable du catéchuménat à Toulouse cette année, et ils sont partis tous les 3 pendant 2 semaines aux États-Unis, pour aller à une conférence qui s'appelle SIC, qui c'est un peu la session Exode des États-Unis, mais en beaucoup plus gros, hein. C'est en 3 fois aux États-Unis, enfin dans 3 lieux différents, et ils sont genre 15-20 000. Donc c'est un truc énorme. Et c'est là qu'ils ont découvert Focus et tout, et ils ont ramené toute la mentalité un peu Focus qui est hyper productrice de fruits aux US. Ils l'ont ramené ici et ça marche très bien, donc c'est trop cool. Merci à Léopold, Louis-Marie et aux frateux de nous avoir accordé cette interview, une interview qui a eu lieu pendant le Radiodon. Avant de retrouver Louis-Marie pour une nouvelle chronique sur... qui déjà, Louis-Marie ? Sur le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. On écoute Sauver l'amour sur Radio Présence. Très bonne soirée à notre écoute. On se retrouve juste après. Sur le Gange, la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Danse en douceur, croit qu'il peut exorciser la douleur, puis lentement quitte les transes en douceur, alors revient dans sa conscience la douleur, au fond de lui sans cette peur immense, de voir mourir ce sentiment d'amour intense. C'est pour sauver l'amour.
19h42 sur Radio Présence. Louis-Marie, on se retrouve pour ta deuxième chronique, une chronique sur le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Tout à fait, un bienheureux de l'Église catholique qui n'est pas très connu, mais si jamais vous avez une dévotion envers lui, eh bien, nous aurons l'occasion de le fêter après-demain, le 4 février. Donc dans cette chronique, on va parler un peu de silence, et de silence extérieur peut-être, mais surtout de silence intérieur, parce que Marie-Eugène de l'Enfant Jésus est un carme. Donc par cette figure, on va évoquer un maître de la vie intérieure, un guide sûr pour notre temps, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Donc qui était-il ? C'était un prêtre carme né Henri Grialou en 1894, dans une France encore rurale, encore marquée par la foi, mais déjà travaillée par les secousses du monde moderne. Il est ordonné prêtre au lendemain de la Première Guerre mondiale, et il porte en lui une double expérience très fondatrice, celle de la fragilité humaine révélée par la guerre, et celle de la fidélité de Dieu expérimentée dans la prière. Très tôt, le père Marie-Eugène comprend quelque chose d'essentiel, c'est que la sainteté, ce n'est pas réservé à une élite. Elle n'est pas un privilège des moines cloîtrés ou des mystiques extraordinaires, elle est une vocation offerte à tous, ici et maintenant, au cœur même de la vie ordinaire. Son intuition majeure, il l'appuie chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il appelle affectueusement la petite Thérèse. Comme elle, il est convaincu que le chemin vers Dieu passe par la confiance, l'abandon, la simplicité. Un chemin d'enfant spirituel, mais une enfance exigeante, enracinée dans l'amour. Cette conviction qui va nourrir toute son œuvre, et en particulier son œuvre la plus célèbre, « Je veux voir Dieu », un ouvrage au titre audacieux, presque provoquant, car vouloir voir Dieu, n'est-ce pas un peu prétentieux ? Et pourtant, pour le père Marie-Eugène, ce désir est inscrit au plus profond du cœur humain. Dieu lui-même l'y a déposé. Dans cet ouvrage monumental, il rend accessible à tous la grande tradition spirituelle du Carmel, celle de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, sans jamais la rendre compliquée ou élitiste. Il parle de la prière, de l'oraison, de l'action de l'Esprit Saint, non comme des concepts abstraits, mais comme d'une vie qui se déploie en nous. Et surtout, il insiste sur un point capital, Dieu est à l'œuvre en nous. Déjà. La vie spirituelle n'est pas d'abord une performance humaine, mais une réponse à une initiative divine. Dieu précède, Dieu appelle et Dieu attire. Dans un monde marqué par l'activisme, par la dispersion, par la fatigue intérieure, le message du bienheureux Marie-Eugène est d'une étonnante actualité. Il nous rappelle que l'essentiel ne se joue pas d'abord dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous laissons Dieu faire en nous. Mais attention, cette confiance n'est pas une passivité, elle demande une vraie fidélité à la prière, un combat intérieur, une persévérance parfois aride. Le père Marie-Eugène ne cache jamais les exigences du chemin spirituel, il connaît les nuits, les sécheresses, les épreuves de la foi, mais il les traverse avec une certitude paisible. Dieu ne se retire jamais. Il fonde en 1932 l'Institut Notre-Dame de Vie, destiné à des laïcs, des prêtres et des consacrés, vivant dans le monde, et là encore une intuition prophétique, bien avant le Concile Vatican II. Il affirme que les laïcs ont pleinement part à la vie spirituelle et la plus profonde de l'Église. Béatifié en 2016, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus n'est pas seulement une belle figure du passé, mais un compagnon de route pour aujourd'hui, un homme qui nous dit avec douceur mais fermeté « N'ayez pas peur de désirer Dieu, n'ayez pas peur de la profondeur, n'ayez pas peur de la sainteté. » Chers auditeurs, si nous devions retenir une seule chose de sa vie, ce serait peut-être celle-ci. Dieu est plus proche que nous le pensons. Il habite nos silences, nos pauvretés et nos élans maladroits, et il attend patiemment que nous lui ouvrions la porte. Merci beaucoup Louis-Marie, et justement pour méditer sur ta chronique, je vous propose d'écouter un enregistrement du groupe Mission avec Moi si j'avais commis, écrit par la petite Thérèse.
Moi, si j'avais commis, le groupe Mission sur Radio Présence. On se retrouve dans quelques instants. Mais avant, Indochine avec Un été français sur Radio Présence. Très bonne soirée en votre compagnie. On espère que cette émission vous plaît. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour vous accompagner dans cette première journée de la semaine. Des nuits sur un toit à regarder les orages et en courant les dangers, des éclairs sur ton visage et les étoiles près de toi et nos rêves imparfaits. Le temps d'un été français où on aurait tout Indochine avec Un été français sur Radio Présence. C'est déjà la fin de Soif d'autre chose. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas Louis-Marie ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, à 20h comme chaque lundi pour vous accompagner dans ce début de soirée. Nous avons été très heureux d'être parmi vous. Très bonne semaine à vous à l'écoute de Radio Présence. Dans quelques instants, vous allez retrouver Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon, suivi des rues de Toulouse, Halte spirituelle et puis un peu de musique avec Christophe Mahé et Florent Pagny. Très bonne soirée sur Radio Présence. C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.